demander à Madame le professeur Éléonore Risco, qui doit être... Eh bien voilà, bonjour Éléonore, ça va bien? Ça va super bien. Bonjour Michel, merci. Bon, mais donc, Madame le professeur Éléonore Risco est directrice du baccalauréat en kinésiologie, à Faculté des sciences de l'activité physique, Université de Sherbrooke. Enfin, on va voir son exposé, et puis je dirais un petit secret. Elle a fait ses études à Toulouse, à l'université Paul Sabatier, une partie de ses études, et l'autre partie Oui. Ouais, au ouais. Canada, au Québec. C'est à Mais tu as toi, oublié Éléonore. t'as oublié le plus grand secret, je suis Montpelliéraine de naissance. Donc, merci beaucoup. Je suis très, très heureuse de vous partager les travaux que je réalise dans le domaine des sciences de l'activité physique. J'ai vu qu'il y avait des questions ce matin qui portaient là-dessus, puis je porte un intérêt particulier au rôle de l'activité physique, en fait, de l'exercice comme une intervention non médicamenteuse que je dirais à visée thérapeutique pour les aînés. Donc, je vais vous présenter l'expérience que j'ai dans ce domaine-là et les résultats d'une étude qu'on a fait directement dans le milieu clinique. Pour une petite mise en contexte, je vais juste essayer de bien faire avancer mes diapositives. Oui, ce ne sera pas long. Voilà. Donc, pour une petite mise en contexte, l'exercice, on le sait que c'est une intervention non médicamenteuse qui a une importance cruciale pour augmenter la qualité de vie des personnes âgées. Beaucoup de littérature supporte ceci et pourtant, on a un petit peu de la difficulté à l'implanter en milieu clinique. Et on a quand même plusieurs études qui démontrent que la pratique d'exercice, lorsqu'elle est adaptée par des personnes qu'on va appeler plurimorbides, donc qui vont présenter de nombreuses comorbidités, lorsqu'elles sont hospitalisées ou même ambulatoires, donc dans le cas, par exemple, de traitement d'hémodialyse, c'est quelque chose qui est efficace. Actuellement, je pense que la problématique qu'on a, c'est comment faire pour intégrer ces pratiques-là directement dans le milieu clinique. On a besoin de professionnels, on a besoin de preuves, mais on a besoin aussi de plusieurs autres choses. En fait, je vais vous parler d'une expérience qu'on a réalisée directement au CIUS de l'Estrichus, qui est l'hôpital à Sherbrooke. On a réalisé en fait une étude de faisabilité où on s'intéressait à la faisabilité, évidemment, de l'exercice intradialytique chez les aînés. C'est quoi intradialytique? En fait, c'est faire de l'entraînement pendant les séances d'hémodialyse. Il faut savoir que quand on regarde la population qui présente une insuffisance rénale, on s'aperçoit que ce sont des personnes âgées qui sont fragiles, qui ont de nombreuses comorbidités, donc des profils de santé complexes. Donc, ce sont des populations qui peuvent paraître complexes de prendre en charge et chez qui on n'aura pas naturellement une tendance à aller faire de l'exercice. Pourtant, il y avait de la littérature qui nous montrait que c'était faisable de faire de l'exercice intradialytique, donc pendant l'hémodialyse chez des personnes un petit peu plus jeunes. On s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec des personnes âgées. Donc, on est la première étude qui a tenté ça avec des personnes aussi âgées. On avait une moyenne d'âge de 76 ans. Vous voyez en fait à votre droite ici une capture d'écran d'une des vidéos qui a été faite sur le projet où on voit en fait la première partie de l'entraînement qui se faisait pendant les séances d'hémodialyse. Donc, ces personnes-là viennent 3 fois par semaine à l'hôpital pour leurs séances d'hémodialyse. On les a entraînés pendant 6 mois à raison de 3 fois par semaine. Le début, on commençait avec un petit peu plus d'activité physique de type aérobie, donc on appelle communément le cardio, et on se suivait d'une séance d'entraînement musculaire. Donc, on a fait tout ça directement à l'hôpital. Pour ce faire, un petit peu comme ma collègue, la professeure Presse, vous en parlait, on est arrivé avec une approche très, très ouverte. Donc, on a travaillé directement avec l'équipe médicale. On a travaillé aussi pour s'assurer on développait un langage commun. On a voulu s'assurer d'enlever certaines inquiétudes, notamment on parlait beaucoup de risques au niveau de la pression artérielle. C'est une population qui est très fragile, qui est très malade et qui a un risque élevé en fait de perdre son autonomie. Faire ce genre d'études-là directement dans le milieu clinique, c'est tenir compte des caractéristiques de ce milieu-là. Donc ça assure une certaine, je dirais, précision dans qu'est-ce qu'on va offrir après ça par la suite. Donc, ça a une valeur écologique qui est importante sur le plan scientifique, mais aussi évidemment qui va donc permettre une poursuite de ce genre d'activité par la suite. Et ça permet d'ajuster. Je vais vous parler de l'ajustement qu'on fait actuellement, notamment dans le contexte de l'exercice intradialytique. Qu'est-ce que ça a fait, cette intervention-là de 6 mois? Brièvement, en fait, on s'est rendu compte tout d'abord que on peut recruter des personnes âgées qui sont très malades et très fragiles, puisqu'à peu près 90% des personnes à qui on l'a proposé ont accepté. L'adhérence à la prescription en tant que telle, il y a une nuance entre l'adhérence à faire l'exercice et atteindre la prescription d'exercice qu'on a donné à ces personnes-là. Donc, 70%, c'est quand même élevé pour cette population.
pas d'événements indésirables graves. Et ça, c'était très important de le souligner parce qu'on est dans une population qui est majoritairement avec un profil complexe, comme je le disais. Évidemment, ils sont très malades. Donc, oui, il peut y avoir des décès en cours de trajet. C'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre et gérer au travers de ce genre d'intervention-là. Quand on s'intéresse à la faisabilité dans le milieu clinique, il faut s'intéresser à la personne en elle-même. Comment la personne âgée, en fait, vit ce genre d'approche-là. Des fois, on parle d'activité physique, les gens veulent en faire, veulent pas en faire. Là, on était directement dans le milieu clinique pendant l'hémodialyse. Donc, on voulait voir comment les personnes qui font cet exercice-là se sentent quand ils font cet exercice. Donc, on a mesuré ce qu'on appelle la valence affective. En noir, vous avez ce qu'on a mesuré pendant les 6 mois, pendant la première portion, qui est plus aérobie. En gris pendant la portion qui était musculaire. On a utilisé une échelle affective et comme vous pouvez le voir, en moyenne, on se situe autour de 3, ce qui indique que la balance affective était vraiment très bonne pendant ces 6 mois-là et c'est resté relativement stable. Donc, ils ne se sont pas, comme on dit au Québec, tannés de cette supervision-là et de cette pratique-là. Les bénéfices sont aussi non négligeables et on les a confirmés. Ce qu'on observait chez les plus jeunes, on a été capable de confirmer que chez les personnes âgées, on pouvait obtenir ce genre de bénéfices-là. Donc, on a une amélioration de la puissance et de l'endurance des membres inférieurs, notamment avec des tests de levée de chaise. Ce sont des tests simples à implémenter au milieu clinique. Et ça, c'est non négligeable parce que ce genre d'amélioration-là vont pouvoir se transférer dans la vie de tous les jours. Des gens qui viennent en hémodialyse, c'est des gens qui vivent à domicile ou dans des résidences pour personnes âgées et qui veulent garder une certaine autonomie. J'ai un exemple d'une de nos participantes qui nous disait « Quand je rentre chez moi, j'ai des escaliers. D'habitude, il fallait que je m'arrête. Maintenant, je peux toutes les monter. Je n'ai plus de douleur, je n'ai plus mal. » Une personne qui ne se levait pas toute seule de sa chaise, qui, à la fin des 6 mois, était capable de se lever tout seul. Vous comprenez que ce genre de changement-là a un impact majeur et c'est pas pour rien. On n'est donc pas étonné d'avoir vu, en fait, une amélioration de la qualité de vie. Cette amélioration-là de la qualité de vie est aussi associée à d'autres observations qu'on a faites. La qualité du sommeil s'est améliorée chez 42% des personnes avec qui on a travaillé. C'est énorme. Concernant les symptômes dépressifs, au départ, on avait 56% des personnes qui présentaient des symptômes dépressifs. Après seulement 6 mois, on est rendu à 33%. Ça aussi, c'est majeur. Donc, pour moi, on vient confirmer que ce genre d'approche-là en milieu clinique devrait être considéré tout simplement comme un traitement complémentaire à la prise en charge médicale. Et ça, je crois que pour moi, ici, on a un résultat préliminaire qui vient taper sur le clou. L'exercice intradialytique, en fait, pour moi, c'est un traitement qui devrait être complémentaire à la prise en charge. Ici, vous avez en fait un indicateur de l'efficacité de la dialyse qu'on appelle le KT/V. Mais brièvement, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait une augmentation de 14%. Cette augmentation-là semble particulièrement, je dirais, traînée par une augmentation chez les femmes. C'est des choses qu'il faut qu'on explore, qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Mais clairement, on voit que l'exercice a eu des effets même sur la prise en charge en soi. Donc, on est particulièrement content de ce résultat-là. Les retombées, ma collègue en a parlé un petit peu. On est en train, en fait, de développer un guide d'implantation qui vise la mise en œuvre de l'entraînement intradialytique dans les différents CIE C6, donc dans les différents milieux hospitaliers au Québec. Pourquoi juste le Québec? Il y a une sensibilité en termes de cohérence. Il faut que les milieux auxquels on s'adresse présentent certaines caractéristiques communes. Donc, c'est plus facile dans un premier temps de s'adresser aux milieux hospitaliers du Québec. Ce projet-là nous a permis aussi de réaliser que faire de l'exercice pendant l'hémodialyse, ça requiert d'avoir des outils qui sont adaptés au milieu, tant au milieu clinique, mais qui sont adaptés aussi aux besoins des patients. Donc, on est en train, en fait, grâce à des leviers financiers, de développer un pédalier qu'on appelle Exorium, qui est un pédalier adapté au milieu et connecté. Connecté, ça veut dire quoi? Que vous pourriez tous être chez vous actuellement, pédaler sur ce pédalier-là. Et de mon bureau ici à Sherbrooke, au Québec, je serai capable d'avoir des informations sur votre fréquence cardiaque, la puissance que vous allez chercher, la durée que vous faites. Ça permettrait de faire des études multicentriques, donc dans différents milieux de très grande envergure, mais aussi, on vit actuellement un cas c'est historique ce que nous vivons actuellement et pendant cette pandémie-là, il y a de nombreux professionnels en sciences de l'activité physique qui n'ont pas eu accès à des patients. On n'avait plus le droit de rentrer en contact. Avoir eu cet outil-là, on aurait pu faire de la gestion à distance et continuer à aider des patients et des personnes âgées dans des contextes en fait d'isolement ou même d'hospitalisation prolongée. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour ce genre d'outils-là.
Pourquoi, malgré tout ça, l'exercice ne fait pas partie des INM dans le milieu clinique? J'ai vu des questions un petit peu sur pourquoi ce n'est pas remboursé. La demande est croissante, tant au niveau de la population que dans la recommandation pour les professionnels. Par contre, on a plusieurs problèmes et ça, c'est la faute des scientifiques. La recherche qui est faite dans le domaine des sciences de l'activité physique est peu homogène. La faisabilité directement dans le milieu, elle est souvent négligée. Et les descriptions des interventions qu'on fait sont incomplètes. Donc, quand on est un clinicien et qu'on veut ramener ça dans sa clinique, on manque d'informations. On a donc du pain sur la planche, si je peux m'exprimer ainsi. D'abord, je vais lancer un message aux scientifiques et aux professionnels du milieu clinique. Vous devez travailler ensemble, main dans la main, pour développer des interventions en lien, en fait, des INM avec l'exercice qui sont directement réalisés dans le milieu pour tenir compte de tous les facteurs facilitants, mais aussi les barrières, de trouver vos champions pour réussir à faire ça. Donc, des études de faisabilité sont vraiment nécessaires. Il faut uniformiser la manière dont on transmet nos informations. Qu'est-ce qu'on fait comme exercice? Comment on le fait? Dans quel contexte? C'est quoi les adaptations? Donc, il y a des recommandations sur comment nous devrions publier ces informations-là pour que tout le monde puisse les récupérer. Il est temps que nous fassions cet effort-là collectivement. Évidemment, on va poursuivre nos travaux parce que je suis convaincue que l'exercice devrait être considéré comme une approche, une INM qui est complémentaire à la prise en charge pharmacologique. En contexte d'hémodialyse, on essaye actuellement d'optimiser la prescription en comprenant un petit peu mieux comment ça se passe au niveau du corps humain quand on veut faire l'exercice. Et ça passe par quoi? Une étude interdisciplinaire avec des experts dans différents milieux afin d'être capable de supporter en fait les raisons qui nous poussent à croire que l'exercice devrait être implanté dans le milieu clinique. Évidemment, je porte un intérêt particulier aussi à l'oncologie. Nous sommes actuellement en train de réaliser une étude qui vise à faire la preuve que faire de l'exercice la veille d'un traitement de chimiothérapie peut stimuler la réponse immunitaire et donc accroître les bénéfices obtenus en lien avec le traitement. On est aussi en train d'essayer de comprendre comment l'exercice réduit la fatigue la fatigue liée au cancer, qui est un symptôme très problématique. On a noté dans une étude précédente 17% de diminution de cette fatigue-là chez des aînés. C'est majeur, c'est une des rares manières de faire pour réduire ce symptôme-là. Donc, on est allé chercher des experts en imagerie, en biochimie, en physiologie de l'exercice et tous ensemble, ce qu'on veut, c'est faire cette démonstration-là afin de pouvoir vraiment taper sur notre clou et avoir notre bout. Donc, pour terminer, je pense que c'est pour moi important de dire qu'il est nécessaire de faire des études de faisabilité dans le milieu afin d'augmenter les chances de succès des études d'implantation dans les INM qui concernent l'exercice, de rapporter uniformément nos résultats afin que tous les professionnels puissent les utiliser et qu'enfin, on ait un petit peu moins d'incohérence dans la littérature, de faire plus d'études pragmatiques, donc qui sont directement dans le milieu parce qu'on a plus de chances de changer les pratiques. Et honnêtement, je suis certaine que l'exercice adapté en milieu clinique a le potentiel de contribuer à l'optimisation de la prise en charge des aînés et ça de façon très importante. Donc, pour terminer, je veux remercier les médecins avec qui je travaille dans le milieu clinique qui ont l'activité physique tatouée sur le cœur. C'est mes champions. Ainsi que toute l'équipe médicale avec qui je travaille. Il y a des infirmières praticiennes, il y a un ensemble de personnes qui sont essentielles à la réussite de ces travaux-là et évidemment tous mes étudiants, dont une certaine partie sont en photo ici, les organismes subventionnaires. Je vous remercie grandement de votre attention. Éléonore, effectivement, on retrouve... on a dit beaucoup de questions, mais je suis au regret qu'on ne puisse pas toutes les évoquer. Il y a une question... On nous dit kinésiologie, est-ce que, quelle est la définition qu'on donne, si c'est la science du mouvement ou c'est un mode de prise en charge et d'accompagnement? Et puis, est-ce qu'il y a des études? Tu peux nous aider déjà à apporter des réponses sur ce sujet, sur la kinésiologie? Oui, et en fait, c'est vrai que quand on était en France, puis j'ai fait ma formation en France, donc je suis issue d'une formation en STAPS, donc sciences techniques des activités physiques et sportives, dans le domaine de l'activité physique adaptée, donc ce qu'on appelle l'APA. Je pense qu'en France, la kinésiologie n'est pas connue sous ce terme-là, mais on fait référence en fait évidemment à la science du mouvement. Donc, on est dans le domaine des sciences de l'activité physique. On est dans le domaine après ça de la prise en charge qui peut se faire sur tout un continuum. Donc, évidemment, de l'athlète jusqu'à
qu'à la personne qui présente des problématiques de santé, donc qui est symptomatique. Quand on tombe dans le symptomatique, on est un petit peu plus dans le volet qui va être à part en France. Mais par exemple, une des grosses différences qu'on observera au Québec, c'est que les kinésiologues ne sont pour l'instant pas formés en fait pour travailler avec des populations qui pourraient présenter des handicaps sur le plan sensoriel, par exemple. Donc, on est beaucoup plus dans le volet santé et dans le volet de la performance puis de l'entraînement en tant que tel. Donc, et puis quand on s'intéresse aux enfants, on est dans l'éducation physique, donc ce qu'on retrouve à l'éducation motricité en France. J'espère que ça clarifie un petit peu la position, mais c'est la petite nuance qui existe entre l'Amérique du Nord et la France. Merci Eleonore, ça répond en synthèse à beaucoup de questions telles qu'elles ont été posées. Et c'est vrai qu'en toile de fond, on a toujours le mode de financement des activités physiques. On va l'évoquer tout à l'heure aussi avec les chutes, les activités physiques adaptées. Les pouvoirs publics ayant bien sûr la difficulté parce que face, ça a été dit à plusieurs occasions, face à l'importance que ce pourrait revêtir un mode de prise en charge. Je crois que c'est bien en ce sens que les IANM, en proposant à la fois une définition et une évaluation des différents modes d'activité physique par rapport aux personnes concernées, on peut apporter une certaine contribution. Je crois, je me réponds de façon très courte parce qu'on est un petit peu juste en horaire, mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité au Québec d'une prise en charge, je crois, avec sous forme de réduction d'impôts, ou est-ce qu'il n'y a pas un mode de financement de ce type, des activités physiques adaptées? Il y a différentes choses. Au niveau de l'impôt, on n'est pas encore nécessairement là, mais par contre, je pense qu'on a une petite avance par rapport à la France. On a certaines compagnies privées, d'assurance privée. En fait, ici, on a donc la couverture universelle, puis dépendamment, on peut avoir une assurance supplémentaire, complémentaire en fait. Et de plus en plus de ces assurances-là vont rembourser la kinésiologie dans certains contextes sur prescription. On a aussi des programmes de réadaptation qui sont déjà pris en charge par l'assurance maladie, comme la réadaptation cardio-pulmonaire. Et là, on essaye en fait de faire avancer, notamment au niveau du diabète de type 2, ce qui est quand même déjà un petit peu fait, au niveau de l'oncologie aussi. Donc, on travaille directement avec le milieu clinique, avec les décideurs pour essayer de faire avancer cette prise en charge-là. Donc, il y a quand même déjà des choses qui sont prises en charge et qui sont remboursées. Donc, on est quand même, je pense, sur la bonne voie. Merci beaucoup et au plaisir de se retrouver. Et puis, à bientôt et un grand merci à tous nos amis du Québec. Merci beaucoup. Merci Au pour revoir. l'invitation.